C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, séance tendue à l'Assemblée nationale au Sénégal. L'hémicycle a adopté ce lundi une proposition de loi révisant la Constitution, un texte qui redéfinit les pouvoirs du chef de l'État, du Parlement et du Premier ministre. Nous serons à Dakar dans ce journal. L'Afrique du Sud qui se prépare à une vague de manifestations anti-immigration ce mardi. Des rassemblements sont prévus dans tout le pays. La police et l'armée ont été mobilisées. Reportage de nos équipes à suivre. Et puis ce soir, on vous parle des crimes commis au Darfour depuis 2024. Des victimes ont déposé une communication devant la Cour pénale internationale. Elles demandent à ce que les forces de soutien rapide soient jugées ainsi que les entreprises ou les forces étrangères qui les soutiennent logistiquement. Nous recevrons l'avocate de ces victimes. Interview à la fin de ce journal. Ambiance tendue à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée nationale au Sénégal. En cause, l'adoption d'un texte qui redéfinit les pouvoirs du chef de l'État, du Parlement et du Premier ministre. La session a été marquée par des échanges houleux entre députés et des échauffourées entre manifestants et policiers aux abords du Parlement. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Les députés du PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale au Sénégal, qui ont adopté cette loi, estiment qu'elle est une avancée pour la démocratie sénégalaise en rééquilibrant les pouvoirs et en permettant à l'Assemblée de mieux contrôler l'action de l'exécutif. Ce dimanche, Aminata Touré, superviseur général de la coalition Diomaye président, elle pense tout le contraire. Elle estime que cette loi vise à changer même le régime politique du Sénégal, qui est actuellement un régime présidentiel fort, en dépouillant certains pouvoirs attribués au président de la République et en renforçant de l'autre côté ceux de l'Assemblée nationale. Après l'adoption de cette loi, la balle est dans le camp du président de la République. Il faudrait bien le dire. Le ministre de la Justice, qui s'exprimait au nom du gouvernement sénégalais, estime qu'après cette adoption, l'option privilégiée par le président de la République est le référendum, une option récusée par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui estime que cette loi a été votée par une majorité qualifiée et de ce point de vue-là, il invite le président Bassirou Diomaye Faye à promulguer cette loi. Le vote s'est déroulé dans un contexte assez particulier. Ce matin, des manifestants ont été dispersés par gaz lacrymogène aux alentours de l'Assemblée nationale, des manifestants contre cette proposition de loi. Certains d'entre eux ont été arrêtés, parmi eux l'opposant Thierno Bokoum. Et à l'intérieur de l'Assemblée nationale, le député Abdou Mbow, député de l'opposition, a été malmené par certains députés du PASTEF et expulsé manu militari par des gendarmes de l'hémicycle. Abdou Mbow qui dénonçait une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En Afrique du Sud, les tensions sont vives alors que plusieurs dizaines de manifestations anti-immigration sont prévues dans tout le pays. La police et l'armée sont mobilisées pour que les marches se déroulent pacifiquement. Les attaques xénophobes ont fait au moins 9 morts ces trois derniers mois. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Rentrez chez vous, c'est le slogan favori des manifestants anti-immigration qui occupent les rues depuis plusieurs mois. En guise de répétition générale avant la journée nationale du 30 juin, plusieurs marches de quartier étaient organisées ces derniers jours, comme ici à Parklands dans la banlieue du Cap. Les militants exigent l'expulsion des sans-papiers. L'Afrique du Sud est chaotique. Tout le monde entre dans le pays et fait ce qu'il veut. Personne ne fait respecter la loi. Les gens se plaignent. Les gens sont vraiment frustrés. Face aux manifestants, la police a montré qu'elle était elle aussi mobilisée. Parade impressionnante. Toutes les unités seront déployées. Plus de 30 millions d'euros sont investis pour sécuriser ces marches. Même les sociétés privées de sécurité viendront épauler les policiers. Les autorités assurent qu'aucune forme de violence ou de pillage ne sera tolérée. Tout le monde a le droit de manifester. C'est un droit garanti par la Constitution. Mais cela ne signifie pas qu'on a le droit d'intimider ceux qui ne souhaitent pas manifester avec vous. Toutes les personnes vivant en Afrique du Sud, y compris les personnes sans papier ou en situation irrégulière, seront protégées. Ces propos ne suffisent pas à rassurer. Les sans-papiers sont toujours plus nombreux à vouloir être rapatriés. Les groupes anti-immigration leur ont donné jusqu'au 30 juin pour quitter le pays. Devant le consulat du Zimbabwe, il en arrive tous les jours, car les menaces continuent. Cette famille vient de Robertson, à 150 km du Cap. Là-bas, à Robertson, ils ont menacé de nous tuer.
Le propriétaire de la maison où on habitait est venu nous dire qu'ils allaient nous attaquer. Nous avons donc décidé de partir. Plus de 8500 migrants ont été rapatriés ces 10 derniers jours. Sous la pression de la rue, le gouvernement a promis de durcir sa politique migratoire. Les tensions en Afrique du Sud restent vives. En Ouganda, le fils du président Yoweri Museveni a fermé les principaux médias indépendants du pays. L'un d'eux, le Daily Monitor, est l'un des journaux indépendants les plus influents et a souvent été perçu comme une source d'irritation par le gouvernement. La correspondance régionale d'Aurore Bayou. Indisponible, c'est le message qu'ont découvert ce dimanche les Ougandais qui tentaient de regarder NTV Uganda ou Spark TV. Dans la nuit de samedi à dimanche, à Kampala, des soldats ont investi les locaux de Nation Media Group, l'un des principaux groupes de médias indépendants du pays. La chaîne NTV Uganda, le journal Daily Monitor et plusieurs radios, dont KFM et Dembe FM, ont été mises à l'arrêt. Personne ne pouvait entrer et ceux qui travaillaient cette nuit ont reçu l'ordre de partir de la part de l'armée, a raconté une journaliste de la chaîne. L'ordre vient de Muhoozi Kainerugaba, chef des forces armées et fils du président Museveni. Sur X, il a été sans ambiguïté « Je ne crois pas à la liberté de la presse, NTV et Monitor ne rouvriront pas sans ma permission ». En Ouganda, toute sanction contre un média doit normalement passer par la commission des communications, avec des motifs exposés publiquement. Là, c'est l'armée qui a agi sans procédure annoncée, ce que le Daily Monitor a dénoncé comme juridiquement infondé. Un groupe de victimes soudanaises demande l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis au Darfour depuis 2024. Le 16 juin dernier, une communication a été adressée en son nom au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. La communication demande au bureau d'examiner la responsabilité pénale individuelle des auteurs présumés directs, y compris les membres des forces de soutien rapide présents à El Fasher au moment des faits et surtout pour la première fois les soutiens extérieurs dont auraient bénéficié les FSR de la part de dirigeants d'entreprises et de hauts responsables étrangers. Pour en parler, nous recevons Maître Élise Legal, avocate au barreau de Paris et auprès de la Cour pénale internationale. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors juste avant de commencer, qu'est-ce qu'une communication pour les profanes que nous sommes ? Alors, une communication, c'est un mécanisme juridique qui est prévu par le statut de Rome qui a porté création de la Cour pénale internationale et qui permet à des victimes, mais également des ONG, de communiquer des éléments au procureur de la Cour pénale internationale afin que celui-ci puisse examiner ces éléments et décider de la suite à donner. Alors justement, pourquoi déposer cette communication devant la CPI ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Alors cette communication, elle est, comme vous l'avez soulevé, extrêmement importante sur 2 points. Tout d'abord, elle donne et elle permet aux victimes de faire entendre leur voix. Et ces victimes, ce sont les survivants de la prise d'El Fasher au Soudan par les FSR et qui ont vécu ces exactions. Et cela vient corroborer tous les travaux qui ont été menés par les Nations Unies. Cette communication est également importante parce qu'elle ne vise pas seulement les auteurs directs des exactions qui ont été commises, mais elle invite aussi le bureau du procureur à examiner la responsabilité ou non de ceux qui ont contribué au fonctionnement des FSR, que ce soit par l'approvisionnement de matériel logistique, de matériel militaire, ou qui ont permis d'aider par leur financement et le soutien logistique de ces forces. Et ce qui est intéressant de noter aussi très rapidement, c'est que c'est une dynamique qui est assez nouvelle devant la Cour pénale internationale, de s'intéresser également à ceux qui aident, qui facilitent et qui contribuent. Et c'est aussi cette dynamique de cette communication. Alors, est-ce que cette communication peut aboutir à quelque chose et quoi exactement ? Une enquête, un procès ? Alors, cette communication, elle vise effectivement à porter voix des victimes, des exactions qu'ils ont subies, et elle vise à pousser le procureur à éventuellement investiguer des nouvelles enquêtes et à, le cas échéant, verser les éléments que nous produisons pour permettre ou non l'existence de poursuites, et ensuite viendra peut-être ou non un procès devant la Cour pénale internationale.
Alors, qui sont ces personnes que vous représentez aujourd'hui? Alors les personnes que nous représentons sont les victimes majoritairement de la prise de la ville d'El-Fachir. Ces victimes-là ont vécu un certain nombre d'exactions qui sont donc des actes de torture, des déplacements forcés, le bombardement intensif dans les zones résidentielles, mais aussi des violences sexuelles, des déplacements forcés et notamment au moment de l'attaque et de la chute d'El-Fachir, ils ont dû fuir et marcher pendant plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre et tenter d'espérer d'atteindre un camp de protection de réfugiés à Fada. Et ces victimes sont des enseignants, sont également des témoins directs tels que des médecins qui travaillent dans ces camps. Et c'est également des civils, des parents de civils. Et ils ont donc cette cohérence d'avoir été donc des victimes civiles, autrement dit, normalement protégées par le droit international humanitaire. Alors, pourquoi questionner l'éventuelle implication de responsables économiques et politiques, notamment étrangères? Qui est visé d'ailleurs? Alors, pourquoi le faire? Parce que le statut de Rome prévoit que nous pouvons enquêter et poursuivre les auteurs directs, mais l'article 25 de ce statut de Rome prévoit aussi que ceux qui contribuent, qui aident, qui facilitent finalement le fonctionnement des forces de soutien rapide puissent également, si des éléments le justifient, voir leur responsabilité pénale engagée. Et c'est extrêmement important de pouvoir noter ce point parce que bien souvent, dans les conflits, ceux qui tirent ou ceux qui exécutent bénéficient bien souvent de soutiens extérieurs, de soutiens financiers, de soutien logistique et d'approvisionnement qui transitent bien souvent par des pays limitrophes ou par des autorités extérieures. Dans cette communication, comme vous le soulignez, il est visé effectivement des responsables politiques des Émirats Hatti parce qu'en réalité, nous ne faisons que reprendre ce que des rapports des Nations Unies, que des rapports d'organisations non gouvernementales, que d'enquêteurs et de journalistes indépendants ne cessent de documenter depuis la prise d'El-Fachir, donc octobre 2025, mais également donc depuis janvier 2026, et qui dévoilent des éléments qui laissent à penser, en tout cas, que cette question doit être examinée par le bureau du procureur, à la charge ensuite pour lui de décider si cela nécessite des investigations complémentaires, si cela nécessite que les personnes soient poursuivies et jugées devant la Cour pénale internationale. Alors très rapidement, vous mentionnez aussi la qualification de génocide concernant les exactions commises par les FSR. Pourquoi ? Alors la qualification de génocide, elle n'est jamais mentionnée à la légère. Si elle est mentionnée aujourd'hui dans cette communication, c'est parce que, encore une fois, nous portons la voix des victimes et que, en réalité, depuis février 2026, la mission internationale indépendante des Nations Unies a publié un rapport qui révèle l'existence donc d'éléments susceptibles de revêtir la qualification de génocide. Pour ce faire, cette mission, elle s'est fondée sur un certain nombre de faisceaux d'indices, on pourrait dire, à savoir le caractère massif des meurtres qui ont eu lieu de civils, mais également le ciblage spécifique de certaines de ces populations civiles, qui sont donc les Agawa et les Four, également les violences sexuelles de masse, la volonté par des bombardements intensifs et répétés de viser des infrastructures médicales, des infrastructures publiques, les écoles, et également d'avoir des propos haineux envers ces communautés lorsqu'ils sont en train de commettre leurs exactions. Parce que ce qu'il faut noter pour le terme de génocide, c'est que ce n'est pas tant finalement que la question du nombre qui compte, c'est qu'il faut réussir à démontrer une intention spécifique, c'est-à-dire une intention spécifique de vouloir détruire tout ou partie d'une population en raison de son appartenance pour des motifs religieux, ethniques, politiques. Et là, on saisit bien, on sent bien, et ce sont les rapports des Nations Unies qui le disent, que certaines populations sont visées spécifiquement avec cette volonté d'éradiquer ces personnes.
Merci infiniment, maître Élise Le Gall, avocate au barreau de Paris auprès de la Cour pénale internationale. Merci d'être venue nous parler de cette communication donc déposée auprès de la Cour pénale internationale. On suivra bien évidemment cette question du Darfour. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.